je faisais partie des personnes qui avaient critiqué Nanga, parmi les premiers qui critiquaient sévèrement Nanga. Pour la simple et unique raison, c'est que les élections de 2018, il y avait déjà eu de la triche. Et il avait quand même salué la victoire de Tshilombo. Aujourd'hui, il a fait son mea culpa. Il l'a fait publiquement et il n'arrête pas de le faire à chaque fois qu'il le peut. Mais il nous l'a fait aussi en privé. En face de lui, j'ai discuté, il m'a dit j'ai fait une erreur, je demande pardon et je vais me battre pour que les Congolais retrouvent leur souveraineté. Et j'ai fait cette Continuez erreur. à tapoter s'il vous plaît, continuez à tapoter. Hein. Okay. Allez, tapotez s'il vous plaît, on doit arriver à 50 000, à 100 000 pour protéger ces lives. Continuez à tapoter. Allez-y. Lorsque maintenant je vois que Tshisekedi, le premier, avant tout le monde, arme le M23. Tshilombo, il a armé le M23. Il a fait venir le M23. Expliquez-nous, armé ça veut dire? Lorsque Félix Tshisekedi en 2019 arrive aux affaires, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance au Banamura, Kabila. Donc il lui faut des hommes armés, des militaires qui sont capables. Donc germe dans sa tête une idée que il faut travailler avec le M23. La personne qui va rencontrer le M23 et qui ramène le M23 à Kinshasa, c'est mon oncle direct. Tonton Gilbert Kakonde. Ministre de l'Intérieur. L'ex-ministre de l'Intérieur. Ouais. Tu vois, donc tu connais l'histoire. Et donc le vieux Gilbert, qui est mon tonton, fait venir le M23 pendant 18 mois, nourri, logé, alors que le M23 avait été cantonné en Ouganda et qui ne devait pas quitter là où ils étaient en Ouganda. Y avait-il un deal entre les deux? Lorsque le M23 a été défait par Kabila Joseph, il y a eu un deal où ils ont tous signé en disant voilà, maintenant, comme Kabila ne voulait plus de brassage, etc., on a dit qu'il faut trouver un endroit où on peut mettre tous ces hommes et tous ces militaires. Donc on les a pris, on les a casernés en Ouganda, chez Museveni. Et ils étaient dans une caserne. Donc ils ont végété plusieurs années. Et à ce moment-là, Félix leur propose de venir travailler pour lui. Comme il n'a pas confiance au Banamura, il veut maintenant une garde prétorienne pour lui, pour sa sécurité. Donc, il les arme, il les finance, il les accueille à Kinshasa, il les soutient financièrement pendant... Ils vivent dans les grands hôtels quinois pendant plus de 18 mois. Ouais. Mais entre-temps, il a d'autres personnes qui lui proposent d'autres gardes du corps qui sont formés aux États-Unis. À ce moment-là, il se détache du M23 et prend ses gardes du corps. Et lorsqu'il se détache du M23, le M23 armé maintenant par Tshilombo disent à Tshilombo, si vous ne respectez pas vos promesses, nous prenons les armes. Et ils ont commencé là-haut, à Rutshuru, à l'époque. Nous avons interpellé plusieurs fois Tshisekedi en lui disant, attention là-bas, il faut régler ton problème avec les gens que tu as fait venir. Ils ne nous écoutaient pas, on parlait pour rien, on était des quantités négligeables. Mais ce qui s'est passé, c'est que, à force, Félix a réussi à créer, à force de frustrer les Congolais. Fixez la caméra, voilà. Allez-y. Ok, c'est bon. À force de frustrer les Congolais, il a créé des coalitions contre lui. Nous autres, lorsque nous avons vu qu'il est impossible de manifester dans Kinshasa, qu'il est impossible de critiquer
le chef de l'État. Donc le manque de démocratie, tout. Une personne, on se tutoie comme toi, qui fut... Manque de liberté. Et lorsque il fait son discours, vraiment, pour moi, vraiment, c'est-à-dire que je supportais tout ce qu'il faisait, mais la dernière chose que j'ai vraiment dit que non, là, il faut trouver une solution pour combattre ce monsieur, c'est quand il a dit qu'il allait changer la Constitution. Qu'il n'y aura personne qui pourra l'empêcher. Yonani ou empêcher Mokonzamboka, Mokamboli Amboka à changer la Constitution. Là, j'ai vu une autre personne, une autre personnalité, et j'ai vu que le pouvoir commençait à lui monter à la tête, et qu'il commençait à se prendre pour Dieu le Père, et il commençait à s'imaginer que nos vies, que notre pays, c'était à sa propriété privée. Donc, à ce moment-là... monsieur Rek, donc pour vous, la lutte démocratique n'a plus sa place avec Félix Tshisekedi à ce moment. La lutte démocratique n'a plus sa place. Mais il n'y a plus de démocratie au Congo. Regarde par exemple, aujourd'hui, Mouyaya menace des chaînes de télévision comme France 24 ou RFI de nous inviter. Si nous passons sur RFI, demain ils coupent le signal de RFI au Congo. Ils ont l'autre guignol, là, comment il s'appelle, du Cessac. Hein? Il est passé à la télévision. Écrivez-moi son nom ici. Non, c'est ça, écrivez le nom s'il vous plaît. Bossembe, qui a dit que celui qui dira le nom de Kabila, on fermera sa chaîne de télé. Est-ce que ça, c'est ça un pays démocratique? C'est-à-dire qu'on nous interdit de dire le nom d'un chef de l'État qui a été là pendant 18 ans. On ne peut plus dire son nom à la télé. C'est interdit. Au Congo, tu dis le nom de Kabila, on coupe. C'est pas qu'on t'arrête toi en tant qu'individu, on coupe carrément la chaîne qui t'a donné la parole. C'est la démocratie, ça. Et donc, lui, il veut changer la constitution, a commis Ouattara, comme ça, Abe Taba 3 ans na Tikali, 2028, et après ça, Azala réélu pendant 10 ans. Parce que ce qu'Aza réélu... Peut-on refaire une armée, ou bien on peut avoir une armée au moins digne de ce nom? Ça fait 7 ans qu'il fait cette fois. Un militaire se forme en 4 mois. C'est tout. Tu formes un militaire en 4 mois. OK? Ensuite, lorsque tu veux maintenant des spécificités, tu rajoutes par rapport au domaine que tu veux, tu rajoutes aujourd'hui, allez, est-ce que le Congo d'aujourd'hui a besoin de l'aviation comme on a en Europe? Parce que pour former un pilote d'avion, c'est 3 ans. OK? C'est là où vraiment c'est le plus dur. Maintenant, tous les autres, c'est en quelques mois. Après, c'est la capacité d'action. Mais nous avons une population de 110 millions d'habitants. Donc, 70%, c'est des jeunes. Donc, nous avons la capacité d'avoir minimum une armée de 100 millions d'habitants. 100 millions. Donc, il y a une volonté de ne rien faire, il y a une volonté de détourner l'argent. C'est même pas moi qui le dis. L'ancien ministre des Finances, Kaz, a dit. Nicolas. Il a dit, lorsqu'on met de l'argent sur même la défense, quand ça arrive, on met 300 millions. Avant qu'on mette de l'argent, par exemple, sur des gilets pare-balles ou autres, tout l'argent a été partagé par les ministres et les chefs politiques. Est-ce que, monsieur Kazadi, est-ce que l'infiltration, comme ils disent, n'est pas aussi une raison qui affaiblit cette armée? Parce qu'on dit qu'elle est infiltrée par les Rwandais, ici aussi. Mais si l'armée elle est infiltrée par les Rwandais, en 7 ans, vous ne connaissez pas qui sont ces gens qui vous ont infiltrés. Vous êtes incapable de les trouver en 7 ans. 7 années, vous ne savez pas qui est qui. C'est qu'il y a une duplicité. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire que l'armée est infiltrée et vous êtes... Qui agissent par la violence, il faut les répondre que par la violence. On ne pourra jamais les répondre que par des mots ou par des statures. Tout mon amour, tout mon respect pour Fayoulou, mais nous
nous n'avons pas la même manière de voir les choses. Et pour moi, je pense que ce qu'a commencé à faire Corneille Nangaa, lorsqu'il nous a tous tendu la main en nous disant « J'ai besoin de vous pour mener à bien cette quête », il fallait qu'on réponde présent. Et j'ai répondu présent. Et depuis, je suis avec lui et on ira jusqu'au bout. Bon, voilà, vous étiez à Goma. Est-ce que... Bon, on va se tutoyer pour être plus à l'aise. Est-ce que tu as pu palper cette libération-là par rapport aux gens, les personnes qui vivent à Goma? Vous avez pu palper cette libération avec l'AFC-M23. Vous étiez à Kinshasa. Vous avez fait le Congo profond. Et là, vous étiez de l'autre côté. Il y a une certaine différence dans l'approche, la gestion. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, et je profite de votre émission pour présenter mes chères condoléances pour la perte que nous avons eue de M. Magloire Paloukou, qui a été mon guide pendant mon séjour, qui était un homme très instruit et très ancré dans la réalité de Goma. Avec lui, j'ai pu aller dans le ghetto. J'ai pu aller là où, pas dans les endroits où, comment ça s'appelle, il y a souvent des caméras. Non, je suis rentré dans Goma profond. Ce que j'ai constaté, numéro 1 par rapport à Kinshasa, c'est d'abord la sécurité. Il y a la sécurité des hommes omniprésents dans toutes les rues qui surveillent et qui gèrent. Le couvre-feu à 18h. Ça veut dire que les gens sont sécurisés. Le couvre-feu n'empêche pas les gens de sortir, ni d'aller s'amuser, ou d'aller en boîte ou quoi que ce soit. Troisièmement, en termes de nourriture, contrairement à Kinshasa, à Goma, ils peuvent manger de tout et tout le temps. Et la dernière chose que j'ai constatée, à Goma, c'est la propreté. Goma est propre. Goma est très, très propre comparé à Kinshasa. Ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, purée, moi j'ai investi des milliers d'euros pour aller en vacances à l'étranger, mais je peux aller dans mon pays, je peux aller en vacances. Je peux quitter Kinshasa pour aller en vacances à Goma et faire des magnifiques vacances. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des coins à Goma autour du lac, mais c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. D'ailleurs, une des vidéos que j'ai fait avec Paloukou, que vous pouvez voir encore sur Internet, qui est encore là, on voit la beauté de Goma. Goma, c'est magnifique. Mais pour que ça soit comme ça, il faut des hommes et des femmes sérieux au service de la majorité. Et M. Rex, pour ceux qui disent on pactise, l'AFC pactise avec le diable, l'AFC a comme souhait la balkanisation de l'RDC. Que dites-vous? Vous savez... attendez, M. Rex. Attendez. Les modos, s'il vous plaît. Écoutez, chez moi, c'est le respect. Insulte, on vous mute, ou vous êtes clairement banni de mon live. Les modos, si vous êtes là, s'il vous plaît, je commence à voir... Attends, qui est là comme modo? Les modos qui est... S'il vous plaît, contrôlez un peu tous ces... Voilà. On continue. Je vous écoute. Je l'écoute. Oui, monsieur Rex, je suis déjà content d'être avec vous sur un même panel. J'aimerais vous poser deux petites questions. La première, c'est celle de savoir, monsieur Rex, hier, vous étiez dans une lutte qu'on appelait les combattants. Personnellement, je n'ai jamais participé à cela. Mais j'ai observé ce mouvement-là. À mon humble avis, j'ai une conclusion par rapport à ça. Parce que d'aucuns qui étaient dans le combat hier, aujourd'hui, ils ont dit, puisque Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a plus de combat. Il y a d'autres, selon mon observation, qui se sont retrouvés dans ces combats-là, qui sont des frustrés du régime du Mobutu, qui ont dit, voilà, notre frère a perdu le pouvoir, allons-y dans le combat. Mais quant à vous, que pensez-vous de ces combats-là? Est-ce que ces combats-là, il était bon? A-t-il atteint son objectif? Ça, c'est la première question. La seconde question, comme tout combattant qui se respecte, on vous prêchait
qu'il n'y a pas de Tutsi au Congo, ça n'existait pas, ils veulent nos terres. Et maintenant que vous êtes au sein de l'AFC, quelle est l'appréhension que vous avez par rapport à cette question-là? Merci. Excellente question. Le mouvement des combattants, pour moi, n'existe plus depuis presque une dizaine d'années, à peu près depuis 2015, grand maximum 2016. Après, comme c'était une révolution populaire, et donc on y adhérait simplement en étant congolais, ceux qui ont voulu faire perdurer le système ont pu le faire perdurer. Mais le noyau et véritablement l'impact qu'avaient ces mouvements qui étaient en fait des groupes de pression qui avaient un seul objectif, alerter sur ce qui se passait au Congo. En parlant des morts, en parlant de la situation du Congo, en se battant pour que des gens comme Mukwege puissent être reconnus, comme ils sont reconnus aujourd'hui et qu'ils ont eu le prix Nobel de la paix. Parce que nous avons commencé il y a très longtemps, à l'époque, personne ne connaissait Mukwege. Donc, cet objectif-là a été atteint. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais voulu faire de la politique. Je me suis simplement dit, j'étais juste un Congolais révolté. J'ai suivi le mouvement des combattants en me disant, voilà, parce qu'il est né à Londres. Nous l'avons récupéré à Paris. Et à un moment donné, c'est nos visages qu'on voyait, peut-être par notre capacité à poser des actions, ou à l'aura, ou à notre message, peut-être que nous sommes passés devant certaines personnes. Mais ce mouvement-là venait de Londres. Et au fur et à mesure, ce sont les Congolais qui m'ont amené à dire, bon, tu as des idées, tu peux y aller. Tu as des idées, on veut les entendre. Tu as des propositions, bats-toi pour ça. Et petit à petit, j'ai commencé par l'élection législative en 2018. Et à un moment donné, après le conclave de la Senco, où je me suis rendu compte que toute la classe politique congolaise, dans son ensemble, lorsque j'ai passé toute une soirée avec eux tous, toutes les personnes que je voyais à la télé depuis que j'étais enfant, je me suis dit, si je veux que le Congo de mes rêves, il faut que moi-même, je propose moi-même ma propre vision et que j'y aille moi-même, parce que j'ai compris à un moment donné que je ne trouverai pas mon salut dans la proposition que j'avais. 5 ans plus tard, j'ai posé ma candidature en 2023. Maintenant, en ce qui concerne les populations, la maman de Félix est Moulouba. Personne ne peut lui enlever ça. Mais sa famille vient de l'Angola. Il est tout à fait normal que les personnes frontalières, les personnes qui sont de l'autre côté de la frontière, soient semblables. Si vous allez à la frontière de la Belgique, c'est-à-dire entre l'île et autres, vous allez trouver des personnes, vous ne savez pas savoir si ce sont des Belges ou si ce sont des Français. De la même manière que si vous êtes dans la frontière angolaise, vous avez il y a les Baluba des deux côtés de la frontière. Comme si vous allez au nord du Congo, les Ngwandi, et c'est pour ça que beaucoup de gens disaient que Mobutu était centrafricain, parce qu'il y a les deux ethnies. Ce sont nos frontières ont été faites de manière artificielle. En 1885, en Allemagne, par des gens qui connaissaient pas le terrain et qui connaissaient pas les ethnies, et qui, en fait, en réalité, qui en avaient même que faire de ces ethnies-là. Donc, il est tout à fait normal de retrouver les mêmes faciès des deux côtés de la frontière, et du côté congolais, avoir des vrais Congolais, des fils du pays qui aiment leur patrie, mais qui ont le faciès des gens de l'autre côté. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, le plus important pour moi, ce sont les actions patriotiques que posent un certain nombre de personnes dans l'intérêt général des Congolais. Voilà, merci. On va chez Maître Ben. Maître Ben, vous avez 2 questions. Comme ça, on va libérer notre invité. Bonsoir. Bonsoir Papa Mike, bonsoir M. Rek Kazadi. Pour ma part, je suis désolé, je ne peux pas mettre la caméra parce que, vous savez, je suis au pays, là où je suis, il n'y a pas d'électricité, donc même si je mets la caméra, vous n'allez pas me voir. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes certifié, je vous certifie. Allez-y. D'accord. D'accord. Alors, j'ai des petites questions. La première question, M. Rek Kazadi, on vous traite sans cesse d'être des supplétifs de Rwanda et que d'ailleurs même vous n'avez pas une armée, que l'armée qui vous servait, c'est l'armée rwandaise. Et d'ailleurs même
D'ailleurs, même au sujet de votre retrait de la ville d'Ouvira, il y a des gens qui disent qu'on ne vous a pas appelé, ou soit les États-Unis a appelé ceux qui prétendent être votre patron, Paul Kagame, et Paul Kagame vous a donné justement l'instruction de quitter. Qu'est-ce que vous pouvez répondre justement sur cette polémique? Sur cette polémique, parce qu'il y a vraiment des gens qui soutiennent que non, vous n'avez pas d'armée, vous êtes absolument rien, et vous utilisez justement l'armée de votre patron qui est Kagame. Là, c'est de un. De deux, moi, je vous pose une question par rapport à votre lutte. Si il arrivait que vous atteignez Kinshasa par les voies des armes, et que vous arrivez par votre lutte, vous arrivez à Kinshasa, pas par le voie des dialogues, mais par voie des armes. Quelle serait votre attitude face à l'opposition non armée? Ça veut dire Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jama Kabound, Seth Kikouni. Vous serez prêt à diriger ou à collaborer avec eux, ou vous allez vous comporter comme Mouzé s'est comporté en 97 quand il a pris le pouvoir? Merci. Moi, je vous poserai une question en deux temps. Nous avons à peu près 500 députés nationaux à l'intérieur du Congo. Est-ce que vous avez déjà entendu un député national congolais critiquer l'AFC publiquement? Moi, non. Non. Il y a d'autres députés qui soutiennent Ouazalendo, mais critiquer, non. Ok. Si le pays est attaqué, normalement, l'ensemble de la représentation nationale doivent être du côté du chef de l'État et du côté du pays pour défendre cette position. Et là, vous voyez, il y a un silence assourdissant. Et pas que dans l'ensemble de la classe politique, même l'UDPS lui-même, même à l'intérieur de l'UDPS, c'est le silence absolu. Même à l'intérieur de l'UDPS,